Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui vient tout juste de bouleverser le paysage de la fonction publique territoriale. Le très attendu décret du 7 mai 2026. Paru au journal officiel le 8 mai, ce décret vient appliquer l'article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et attention, on n'est pas du tout sur une simple formalité administrative de plus. C'est un document majeur qui modifie en profondeur la trajectoire de la réforme des retraites de 2023. Alors, on va décortiquer ensemble ce que ça implique concrètement sur le terrain, pour les employeurs, pour les services et évidemment pour les agents publics eux-mêmes. Voilà exactement la question qui a hanté les services RH territoriaux pendant des mois. Avant que ce décret ne tombe, disons-le clairement, on naviguait en plein brouillard. La loi avait bien annoncé qu'il y aurait une suspension partielle du calendrier de relèvement de l'âge légal, mais sans le décret d'application, impossible de savoir qui était vraiment concerné, ni à quel âge précis un agent pouvait partir. Il suffit d'imaginer le stress énorme et la véritable paralysie sur le terrain, des agents qui demandent désespérément quand ils peuvent prendre leur retraite et des employeurs littéralement incapables de leur répondre avec certitude. Au programme de notre analyse, pour clarifier tout ça, on va d'abord aborder la fin de cette incertitude juridique, ensuite on passera en revue les nouveaux paramètres clés du décret, on fera un zoom indispensable sur les carrières longues, pour enfin terminer sur le grand enjeu stratégique pour les ressources humaines. C'est parti. Première étape donc, la fin de l'incertitude juridique et la sécurisation de notre fameux cadre légal. Pour bien saisir le soulagement qu'a apporté ce texte, il faut se rappeler le niveau de tension dans les collectivités juste avant le 7 mai. C'était la paralysie totale. Les services RH devaient jongler avec des simulations complètement contradictoires, sans aucune base solide sur laquelle s'appuyer. Du coup, les décisions de départ étaient gelées, ce qui créait des blocages en cascade pour remplacer les agents. Et puis, après le 7 mai, on respire enfin. Ce décret, c'est la pièce manquante du puzzle. Il vient sécuriser les pratiques, offrir des données enfin fiables et permet de faire des projections claires pour l'avenir. C'est le vrai point de départ pour remettre les stratégies d'accompagnement sur de bons rails. Passons maintenant au cœur du réacteur, les nouveaux paramètres clés et tous ces ajustements techniques. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la logique derrière ce texte. Le but du gouvernement n'est absolument pas d'annuler la grande réforme de 2023. Toute l'architecture globale reste bien en place. Mais le décret vient astucieusement mettre sur pause certains mécanismes pour des générations spécifiques. L'objectif, c'est de limiter les effets considérés comme les plus brutaux du recul de l'âge de départ. C'est une réponse directe à des tensions sociales très fortes, on s'en souvient, mais aussi à des inquiétudes extrêmement légitimes concernant l'usure professionnelle et l'attractivité des métiers du service public. Concrètement, comment ça marche sous le capot ? Le décret joue sur 4 leviers très précis. D'abord, il ralentit la cadence du relèvement de l'âge légal. Ensuite, il vient réduire le nombre de trimestres exigés pour obtenir une retraite à taux plein. Troisièmement, il réajuste finement les conditions des départs anticipés pour carrière longue. Et pour finir, il adapte l'ouverture des droits pour les travailleurs handicapés. Donc oui, ce sont des ajustements très techniques, c'est certain, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour débloquer les dossiers et soulager les fins de carrière les plus complexes. Et là, une grande question se posait sur le terrain. Qui bénéficie de tout ça ? Beaucoup de gestionnaires RH avaient la hantise que ces suspensions ne s'appliquent qu'au régime général. Rassurez-vous, la réponse est non. Le décret embarque explicitement les régimes de la fonction publique. On parle bien des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL, de certains fonctionnaires d'État, sans oublier les assurés du régime général. Pour les employeurs territoriaux, c'est un soulagement immense de pouvoir enfin appliquer ces règles à leurs agences aux statuts spéciaux. S'il y a bien 2 années à mémoriser dans tout ça, ce sont 1964 et 1965. Les générations nées autour de ces dates-là vont être directement impactées par la baisse du nombre de trimestres requis pour le taux plein. Résultat des courses pour les services RH, une gigantesque course contre la montre. Il faut urgemment mettre à jour les simulateurs internes parce que tous ces agents qui se préparaient psychologiquement à faire des mois, voire des années en plus, pourraient bien revoir leur plan et demander à partir beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui nous amène naturellement à notre troisième point, un focus tout particulier sur les carrières longues et les débuts d'activité précoce. Le texte vient recalibrer de façon très minutieuse les bornes d'âge qui donnent accès au départ anticipé. Que l'activité ait débuté avant 16, 18, 20 ou 21 ans, les règles du jeu changent. Les âges minimaux et les durées de cotisation requises sont spécifiquement ajustés pour ces profils. En clair, le droit au départ anticipé est maintenu, mais avec de tout nouveaux paramètres de transition qu'il va falloir maîtriser sur le bout des doigts. Et ça illustre parfaitement une réalité ultra concrète de notre secteur. Dans la fonction publique territoriale, ces âges de début très précoces, ça concerne en masse des profils bien précis. On parle de nos agents techniques, de ceux qui entretiennent les routes départementales qu'il pleuve ou qu'il vente, des personnels de restauration collective ou encore des agents des collèges. Ce sont des métiers de terrain avec un impact physique indéniable au quotidien. Donc, l'usure professionnelle, pour eux, ce n'est pas un grand concept abstrait, c'est une réalité physique. Et c'est exactement ce qui rend la gestion des carrières longues si critique,
autant sur le plan humain qu'organisationnel. Enfin, dernière grande partie de notre décryptage, le véritable enjeu stratégique pour les ressources humaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que le changement de paradigme est total. Oubliez l'époque où le départ à la retraite, c'était juste un dossier administratif à tamponner avant le pot de départ. Avec les réformes à répétition et ce type d'ajustement soudain, la gestion des retraites vient officiellement de s'imposer comme un pilier central de la gouvernance RH. On est vraiment sur de la vision à long terme pour la survie même de l'organisation. Pour bien mesurer l'ampleur de ce pivot, prenons les impacts directs. Déjà, la fameuse GPEC, la gestion prévisionnelle des effectifs, il va falloir la reprendre de zéro. Avec des départs potentiellement plus rapides dans des filières qui peinent déjà à embaucher, le recrutement va devenir un vrai casse-tête. Ensuite, il y a l'aspect financier. Anticiper les remplacements, ça bouscule tout le pilotage de la masse salariale. Et puis surtout, le grand défi, ça va être de créer de vraies politiques pour valoriser les secondes parties de carrière et retenir nos agents les plus expérimentés. À court terme, sur le terrain, la charge de travail va être colossale pour les directions des ressources humaines. Ce décret, c'est littéralement le coup d'envoi pour une avalanche de sollicitations. Les agents vont vouloir savoir où ils en sont, c'est bien normal. Les services devront être ultra réactifs pour jongler entre les différentes générations, garantir des calculs sans faille, démêler les carrières mixtes publiques-privées et par-dessus tout, ne faire aucune erreur d'interprétation. Bref, la communication interne n'aura pas le droit à l'erreur. Au final, ce décret du 7 mai 2026, c'est bien plus qu'une simple mise à jour technique. C'est le point de départ d'une mutation profonde. La question cruciale qui se pose aujourd'hui, c'est comment les collectivités locales vont-elles réussir à adapter leur stratégie pour s'en sortir dans ce nouveau cadre ? Comment mieux prévenir l'usure professionnelle et accompagner les agents tout au long de leur vie pour garantir, in fine, la continuité de notre service public ? C'est le grand défi de demain. Et c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. L'heure de l'attentisme est terminée. Place à l'action. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.